bonsoir. Chose promise, chose due. Le chef de l'État octroie 2 embarcations aux populations de Samaya dans Kindia. Un geste pour faciliter la traversée du fleuve Samo et réduire les cas de naufrage. Un phénomène qui prend de l'ampleur dans le pays profond, les taxis-motos à Cancan, c'est un véritable fonds de commerce, mais attention, c'est le moyen de transport le plus risqué. Et puis les faits marquants de l'année 2013 sur le plan sportif, la visite de Joseph Blatter et la tentative de relance des sports à travers un financement, mais le secteur a néanmoins beaucoup souffert. Voilà pour les titres. Madame, Monsieur, bonsoir. Électricité pour tous, cette volonté du chef de l'État a fait du chemin avec l'implication des partenaires. Le Fonds africain de développement vient d'accorder un prêt à la Guinée, 12 millions d'unités de compte pour permettre la réhabilitation des réseaux électriques pour la zone de Ratoma. Le CNT a adopté le projet hier en plénière. François Lama. Ce sont 2 accords de prêt adoptés séparément par le CNT ce samedi. Le premier accord adopté entre la Guinée et le Fonds africain de développement porte sur le financement du projet d'interconnexion des réseaux électriques Côte d'Ivoire, Libéria, Sierra Leone et Guinée. La réalisation de ce projet, en plus de la fourniture immédiate de l'énergie aux 3 pays, à partir de la Côte d'Ivoire, permettra d'obtenir une ligne de transport et de faciliter ainsi l'aménagement de certains sites hydroélectriques de la Guinée, soit Petit, Kassa B, Grand Kinkon, Gozegezia et des mini-centrales, favorisant ainsi une alimentation fiable de notre pays et l'amorce du rôle de notre pays comme exportateur d'énergie dans la sous-région. Dans ce projet d'interconnexion, ce sont plus de 28 millions d'unités de compte et d'un don de plus de 11 millions d'unités de compte qui seront financés pour la réalisation des infrastructures en Guinée. Le remboursement de ces fonds se fera sur une période de 40 ans par la partie guinéenne. Le second accord de prêt adopté par le CNT est relatif au financement du 2e projet de réhabilitation et d'extension des réseaux électriques de Conakry pour la zone de Ratoma pour un montant de plus de 12 millions d'unités de compte. Les 2 lois nous ouvrent la porte à un avenir plus radieux pour le secteur de l'électricité en Guinée. Les produits qui seront transformés sur place vont utiliser l'électricité bon marché. Les produits qui seront fabriqués sur place vont utiliser l'électricité bon marché. Et la conservation également des denrées périssables sera améliorée. Devant l'enjeu des 2 accords de prêt adoptés par le CNT, la présidente de l'institution a interpellé les autorités guinéennes sur le respect des clauses des accords de prêt, mais aussi sur le paiement de la contrepartie guinéenne. En autorisant la ratification de cet accord de prêt, vous donnez encore au gouvernement les moyens d'acquitter sa quote-part dans la réalisation de cette interconnexion, de jouer pleinement son rôle dans la sous-région, de pouvoir être une puissance exportatrice d'électricité. D'autres projets de loi et accords de prêt sont encore sur la table du CNT pour leur examen et adoption. Une usine de production de butane à Kenendé, le projet est tenable, mais il faut d'abord réaliser une étude d'impact environnemental avant l'implantation. Des cadres du ministère de l'Environnement étaient récemment sur le terrain pour voir la faisabilité du projet. Ils ont fait des recommandations à l'entreprise. Nabi Kamara. Pour juger de l'opportunité et définir les modalités de réalisation d'un programme d'aménagement, il est recommandé d'étudier toujours les interactions possibles entre le milieu et le projet en question, analyser certains phénomènes liés au projet, rationaliser l'aménagement et surtout la prise en compte des études d'impact environnemental. Ici au centre amplisseur Oryx Énergie, ces directives ont-elles été respectées avant l'implantation de l'usine? La réponse à cette question est essentielle pour le ministère de l'Environnement, des Eaux et Forêts, surtout que cet établissement classé situé à Kenendé, préfecture de Dubreka, produit du gaz butane. Avant de s'implanter là, je pense qu'on a plus besoin d'avoir tous les agréments. Sur une superficie de 10 000 m², c'est-à-dire de près de 10 000 m² environ, donc c'est un espace ouvert, c'est-à-dire qu'il n'y a pas de confinement de gaz, donc il n'y a pas d'explosion en tant que tel. En plus de ça, on a, le site est clôturé. Et en plus de ça, on a des extincteurs, on a tout ce qui est comme, à ma connaissance, mesures de sécurité.
Le chef de cabinet du ministère de l'Environnement, des Eaux et Forêts est venu dans cette usine pour constater de visu la réalité sur le terrain. Une occasion pour lui et ses techniciens de visiter les différents compartiments avant d'encourager le développement d'une telle entreprise en Guinée. C'est une des priorités principales du président de la République de Guinée, le professeur Alpha Condé, qui a demandé et qui demande toujours à notre ministre de faire cette promotion du gaz butane. Donc nous sommes venus et nous avons visité. Nous pensons que Oryx peut éventuellement faire les affaires de la République guinéenne et particulièrement le ministère de l'Environnement. Le gaz butane est une énergie de substitution au charbon dont l'exploitation met en péril des milliers d'hectares de forêt dans notre pays. Usine déjà implantée, mais dont les activités sont à surveiller pour la santé des populations. Je vous le disais en titre, les populations de Samaya dans la préfecture de Kindia peuvent se frotter les mains et dire merci au président de la République. Professeur Alpha Condé leur a octroyé 2 embarcations plus sûres pour assurer la traversée du fleuve Samo. L'initiative va permettre de réduire les cas d'accident. Au moins, on en dénonce 6 chaque année. Abdoulaziz Baldé, Mamadou Paté Baldé. Des joies et des danses, les habitants de Samaya, sous-préfecture située à 40 km de Kindia, sont à liesse en cette fin d'année suite à l'inauguration de ces 2 barques octroyées par le chef de l'État, le professeur Alpha Condé. L'initiative vise à réduire les dégâts et faciliter la traversée du fleuve Samo pour les habitants des villages qui l'entourent. Un geste attendu depuis belle lurette. On avait trop pensé comment avoir cette solution. Aujourd'hui, grâce au président Alpha Condé, on a eu ces barques. Imaginez un jour, ce fleuve a fait plus de 13 morts, c'était à ma présence. Et l'année qui a suivi, 8 autres cas de noyade ont été signalés. Donc, on remercie le président. C'est une satisfaction pour les populations. Aujourd'hui, ça règle un problème, ça facilite la traversée, ça rassure les populations de l'engagement du gouvernement auprès justement de cette commune rurale. Et deuxièmement, ça permet aussi de joindre facilement la terre ferme parce que la plupart des services sont par là. C'est-à-dire qu'en cas d'urgence, les gens ont besoin de venir dans les hôpitaux. Plus de 60 ans d'existence, ce fleuve Samo a causé plusieurs victimes par noyade. Mais avec cet appui du président de la République, c'est un pari qui est gagné. Ces barques motorisées sont capables de transporter 150 personnes. Ces 2 engins ont coûté plus de 100 millions de francs guinéens. Nous sommes comblés de joie. Nous vous demandons d'être notre fidèle interprète auprès du président de la République. Selon les statistiques, 5 à 6 de nos citoyens meurent chaque année lors de traversées. Les barques motorisées que nous avons inaugurées aujourd'hui étaient inscrites dans notre plan d'action de 2013. Ces barques qui vont servir de navette entre les districts de Walia, Kaporo et Yembeta. Cette cérémonie de remise de barques a été ponctuée d'une lecture du Saint-Coran et de bénédictions faites pour le donateur, mais aussi pour éviter les dégâts du fleuve qui sont souvent causés en période hivernale. Mine, c'est la seconde tentative de validation de l'initiative pour la transparence dans les industries extractives. On n'est plus qu'à quelques jours avant la validation de l'ITIE Guinée. Le comité de pilotage de cette structure a rendu public les rapports des exercices 2011-2012. Le point avec Alpha Kabinet Koulibaly. La Guinée se prépare à publier les rapports de l'initiative pour la transparence dans les industries extractives 2011-2012. Pour être un pays conforme aux normes de l'ITIE, le gouvernement a décidé de tout mettre en œuvre pour que les rapports ITIE Guinée 2011-2012 soient publiés avant le 31 décembre 2013. La publication des rapports est l'une des exigences fondamentales de l'ITIE international. Les objectifs fondamentaux de cette initiative sont: premièrement, assurer la transparence des paiements et des revenus générés par les industries extractives. Deuxièmement, rendre cette information accessible à la société civile et au grand public. Troisièmement, favoriser ainsi le bon usage de cette richesse afin qu'elle soit un moteur de croissance économique et de réduction de la pauvreté. Les débats ont permis d'apprécier les réussites de l'ITIE
et de vérifier si les recommandations ont été suivies. Nous sommes en avance dans la production des résultats de l'exercice 2012 par rapport à beaucoup de pays, soit qui se trouvent dans la même situation que nous ou qui sont dans d'autres situations. Moi, ne serait-ce que par cette phase, l'espoir est permis. Je pense qu'il y a un grand pas qui a été fait par rapport au rapport précédent, en termes d'exhaustivité, en termes de qualité d'information, en termes de certification des données. Je pense qu'avec ces rapports, la Guinée est bien lancée dans le processus de la conformité. L'ITIE est devenu de nos jours une norme internationale de bonne gouvernance des ressources minières à travers la publication de tous les paiements faits par les sociétés minières au gouvernement. Tout au long de l'année 2013, on a parlé de réforme de l'État et des actes ont été posés dans ce sens. On retiendra plusieurs acquis dans le projet de mise en place d'une école nationale d'administration. Ces points ont été rappelés au cours d'une conférence de presse à Conakry. Le compte rendu de Mariam Bari. L'année 2013 a été décisive pour le Haut Commissariat à la réforme de l'État et à la modernisation de l'administration pour le lancement et la poursuite de la mise en œuvre des réformes du secteur public. La réforme, c'est pour améliorer le fonctionnement de l'État. C'est pour adapter l'administration à sa mission par rapport aux exigences du développement économique et social. Donc l'enjeu des réformes, c'est d'abord changer les structures, rendre rationnelles les différentes structures pour éliminer les dysfonctionnements. En ce qui concerne l'amélioration de l'action administrative, le Haut Commissariat à la réforme de l'État et à la modernisation de l'administration ambitionne de rendre l'administration publique plus performante et plus efficace dans la prise en charge des fonctions qui lui sont dévolues. Mais l'élaboration de toutes ces réformes implique de nombreux enjeux quant à la mise en exécution de cette mission. Une autre conférence de presse sur laquelle nous reviendrons demain dans nos prochaines éditions d'information, celle organisée hier par le ministère d'État aux Transports et aux Travaux publics pour présenter le bilan 2013 du département. La Guinée veut s'inscrire dans la logique de la hausse du financement en faveur du secteur de la santé. Un réseau est constitué à cet effet. Sa mission, faire un plaidoyer pour le financement des besoins de santé. C'est en tout cas ce qui se fait dans tous les autres États de l'espace CEDEAO, n'est-ce pas, sur Udekira? L'amélioration du financement en faveur du secteur de la santé reste une préoccupation des différents États de la CEDEAO. Pour y arriver, l'Organisation ouest-africaine de la santé OAS a recommandé aux États membres la mise en place des réseaux nationaux de plaidoyer conformément aux recommandations d'Abuja en 2001. On apporte juste plus technique et financier pour qu'on puisse avoir des réseaux harmonisés au niveau de toute l'Afrique de l'Ouest. Parce qu'il est envisagé qu'au-delà des réseaux nationaux, un jour, on puisse avoir un réseau régional de toute l'Afrique de l'Ouest. C'est pourquoi l'appui technique de l'OAS consiste à une harmonisation de l'ensemble des réseaux au niveau de l'espace CEDEAO. Ce réseau des champions pour le financement adéquat de la santé en Guinée a vu le jour dans cette perspective. Il regroupe les cadres venus des différents départements ministériels comme l'administration du territoire, la santé, la coopération ou encore les finances. Ils devront mettre en commun leurs efforts pour diligenter les procédures de financement auprès du gouvernement et des partenaires en faveur du secteur de la santé. Nous devons atteindre 15% de part de la santé dans le budget national. Il y a beaucoup de décisions qui sont prises parce que nous n'avons pas été capables d'expliquer à ceux qui prennent la décision du partage du budget sur l'importance du secteur santé. Donc notre rôle sera un rôle de plaidoyer auprès des instances qui participent à l'arbitrage budgétaire et de faire en sorte que la santé puisse occuper une place de choix dans la répartition du budget national. Cette première assemblée constitutive du réseau guinéen a vu l'élection d'un bureau exécutif de 7 membres. Oser entreprendre, c'est vouloir la réussite est le slogan à travers lequel ces champions s'engagent à jouer pleinement leur rôle en vue du financement adéquat de la santé en Guinée.
La ville de Kankan et ce nouveau bureau régional du Comité national de lutte contre le sida, il vient d'être installé. Son rôle est de coordonner les activités de la région en matière de lutte contre le VIH-Sida. Ali Badra Kondé. La décentralisation des structures du Comité national de lutte contre le sida, CNLS, est désormais une réalité en Guinée. Après les villes de Conakry, Kindia, Bouké, c'est au tour du bureau de coordination régionale de Kankan d'être installé. Au nombre de 4, ces agents ont pour mission d'assurer la coordination technique des activités concourant à la mise en œuvre, au suivi et à l'évaluation du cadre stratégique au niveau de la région de Kankan. Les études récentes révèlent que le taux de prévalence à Kankan est de 1,6%, ce qui constitue une préoccupation pour nous, dirigeants de cette région administrative. Cette préoccupation est d'autant plus justifiée que la région de Kankan est une région minière attirant un très grand nombre de personnes. Ce processus de mise en place des structures de démembrement entamé par le CNLS consiste à intensifier des actions de la riposte à l'épidémie du VIH. L'action vise surtout des personnes infectées et affectées par le virus. Il est très nécessaire qu'on prenne soin des personnes vivant avec le VIH. La prise en charge soit de qualité et surtout éviter la stigmatisation des personnes vivant avec le VIH. La lutte contre le sida ne peut véritablement aboutir sans l'implication de tous et à tous les niveaux, en un mot, sans la décentralisation. Pour faciliter l'application correcte des activités de ces nouveaux élus, le gouvernement guinéen, à travers le CNLS, les a dotés des engins roulants composés d'un pick-up, d'une moto et d'un groupe électrogène de 6 kVA. À cela s'ajoute ce bâtiment flambant neuf, R+1, situé dans le quartier Farako 1. Santé sportive et cette visite médicale pour les joueurs de l'AS Calom, une initiative du président du club Obasampil. La démarche vise à établir un dossier médical pour chaque joueur. Demain, nous reviendrons sur cette information. Les responsables du réseau guinéen des personnes handicapées sont mobilisés pour faire respecter le droit de ceux et celles qui vivent avec un handicap physique. Ils ont fait le tour des régions administratives du pays pour faire passer le message. Kankan a constitué la 5e étape. Explication, Fodi Bangali Fofana. Les personnes handicapées sont à pied d'œuvre pour faire connaître et faire respecter leurs droits dans notre pays. Après Kindia, Farana, Labé et Zérékoré, Kankan a été la 5e étape de cette campagne nationale de sensibilisation citoyenne sur les droits des personnes handicapées. Être humain, comme mes compatriotes non handicapés, si je bénéficie de tous mes droits humains fondamentaux, je n'ai rien à envier et c'est plutôt le contraire qui va se produire. C'est pour dire que le handicap ne doit pas être un frein à l'épanouissement de l'homme. Tout au contraire, il doit inciter les autorités, les décideurs à y faire face pour que cette couche puisse enfin jouir de la plénitude de ses droits dans un État qui entre paix à paix dans le Conseil des Nations démocratiques. Dans notre pays, le respect des droits des personnes handicapées reste et demeure un problème préoccupant quand on sait que cette couche appartient à la classe la plus pauvre de la société guinéenne. Facile mais dangereux, pratique mais toujours très dangereux. À l'intérieur du pays, c'est le moyen de transport par excellence. Il a fait son entrée dans le quotidien des citoyens de la Haute-Guinée. Le taxi-moto n'a fini plus d'endeuiller les familles. Reportage grand format à Kankan, Fatoumata Samora. Le taxi-moto, un des moyens de transport aujourd'hui qui se propage partout dans le pays. Kankan ne fait pas l'exception à la règle. S'il est évident que le taxi-moto a considérablement réduit le calvaire des usagers en matière de transport, il est aussi indéniable que ce nouveau moyen de déplacement a plongé des familles entières dans la tristesse à Kankan. Au départ, le taxi-moto a beaucoup soulagé. Aujourd'hui, c'est devenu un mal nécessaire. Moi qui vous parle, mon père est immobilisé à la maison depuis 2 ans. Je demande au taxi-motard de rouler avec prudence. 2 catégories de taxi-moto assurent le transport urbain à Kankan. Dans les rues, le visiteur est notamment frappé par la présence dans la circulation des mototricycles, communément appelés katakatani. Leur particularité, le transport des bagages.
On ne prend pas de passagers, mais des bagages seulement. Il arrive que les clients, pour des mesures de confiance, te sollicitent pour déposer leurs bagages à domicile. Alors même si le client n'est pas là, vous êtes obligé de mériter cette confiance en portant à destination les bagages. Créé il y a seulement 3 mois pour réduire le chômage des jeunes, dit-on, Baté Taxi Moto. Ce syndicat a identifié déjà près de 2000 taxis-motards, dont 900 adhérents. BTM est un syndicat qui défend le droit de ses membres par le biais de conseils pratiques prodigués sous forme de cours théoriques sur le code de conduire en Guinée. Quand le chauffeur rentre dans le bureau, on va leur donner des conseils parce que c'est comme une association pour qu'on puisse être ensemble en cas des accidents, en cas de maladies, en cas de problèmes familiaux. Donc le syndicat va assister, il va contribuer dans les difficultés que les taximans ont. Atterris dans le métier par vocation ou par nécessité, certains taxis-motards semblent ne rien comprendre des règles de protection et de sécurité. Ils roulent sans casque, ni tenue, encore moins de chaussures adéquates. Pire, ils font fi du code de ce métier, un sacré défi à relever par Baté Taxi Moto. Repris de justice, c'est-à-dire des malfrats qui ont eu des problèmes avec la justice, ont été appréhendés récemment. Un coup de filet réussi par la police nationale. Ils s'étaient spécialisés dans le vol des véhicules et les attaques à main armée. Karine Camara. Loin d'être en panne, cette voiture Renault appartenant à cet homme servait de dépôt d'armes. Des armes, munitions et gris-gris saisis sur ces hommes, tous des repris de justice par la compagnie spéciale d'intervention de police. Kerfala Silla alias KPC, Mohamed Tal, Mohamed Lamine Yansane dit Claver et ce lieutenant de l'armée de terre Christophe O'Connor. Ils sont arrêtés pour attaque à main armée, vol et complicité de vol de motos et de véhicules. Ces bandits, cette fois-ci, n'ont pas eu la chance de faire leur opération parce que nous les avons pris la main à la pâte. Ce véhicule, après chaque opération, est garé dans un garage. Ces récidivistes reconnaissent les faits qui leur sont reprochés, notamment l'attaque de l'usine chinoise à Gomboya où ils ont emporté 170 millions de francs guinéens. Je reconnais quand même que je vole ailleurs, j'envoie chez moi, mais ici je reconnais pas, je reconnais encore des faits ici, mais les faits qu'on explique sur moi, c'est pas moi. À Gomboya, j'ai reconnu ça. On a fait des fois, on sortait, on ne gagnait rien, on a fait quelques, comme à Gomboya et Lambagne. En dehors de la Guinée, Kerfala Silla alias KPC, le plus célèbre du groupe, aurait aussi à son actif des actes de vol commis dans d'autres pays africains. Pour mettre l'élément dans son complexe, vous aviez déjà suivi ce reportage il y a 2 jours. On vous l'a remontré pour mieux comprendre les explications données par la justice guinéenne. Le parquet général de Conakry s'explique par rapport au cas Mohamed Tal et du lieutenant Christophe O'Connor. Suivez cette déclaration du procureur général près la cour d'appel de Conakry. Il est au micro de Kerno Younoussaba. Suite aux déclarations de la police sur l'arrestation du lieutenant Christophe O'Connor et de Mohamed Tal, le parquet général indique que le lieutenant Christophe O'Connor a été poursuivi pour vol de voiture et déféré devant le tribunal de première instance de Kaloum en 2011, où il a été jugé et condamné à 14 mois de prison ferme. Il a été libéré après avoir purgé sa peine. Mohamed Tal, quant à lui, a été renvoyé avec 5 autres devant la cour d'assises de Conakry pour association de malfaiteurs. Lui a été acquitté pour défaut de preuves et les 5 autres condamnés à 15 ans de réclusion criminelle. S'agissant du cas de Alseni Keita, il avait été jugé par défaut par la justice de paix de Guékédou et condamné à 2 ans de prison ferme. Nous précisons que le repris de justice n'est pas celui que la justice a indifféremment libéré,
mais celui qui a été jugé et condamné et qui, ayant purgé sa peine, aura été libéré. Nous déplorons cependant que le plus souvent, les preuves présentées à la télévision ne soient pas placées sous scellé. Nous donnons la certitude que toutes les personnes traduites devant la justice sont toujours jugées conformément à la loi. Éducation, plus de 200 étudiants de l'université Obama viennent de recevoir leur diplôme de fin d'études. C'est la première promotion LMD de cet établissement universitaire. 3 ans de formation et bienvenue sur le marché de l'emploi. Moussa Bangora. Après 3 ans depuis sa création, l'université Barack Obama de Symphonia libère sa première promotion du système LMD. Ils sont au total 221 étudiants, toutes options confondues, à recevoir leur diplôme de fin de cycle universitaire. Je voudrais remercier les parents des étudiants qui ont accepté d'orienter leurs enfants dans notre université. Qu'il me soit permis de dire toute ma satisfaction, les remerciements et félicitations à ces jeunes étudiants sortants en ce jour pour leur discipline, leur courage tout au long des cycles universitaires. Très réconfortés après avoir reçu leur diplôme, ces étudiants apprécient la qualité de la formation reçue et invitent la seconde promotion à plus de courage et de persévérance. Pas parce que je suis lauréate, je pense qu'il y en a plein, seulement qu'il faudrait qu'il y ait un choix. Tout le monde ne peut pas occuper la même place, donc on choisit les meilleurs parmi les meilleurs. Donc moi je ne dis pas qu'ils ne sont pas bien, tout le monde est bien ici, donc je les encourage les autres promotions en L2 et L3 de faire comme nous afin de rendre heureux leurs parents et tous ses amis. Cette remise de diplôme s'est déroulée dans une ambiance bon enfant qui a connu la participation de quelques hauts cadres et de parents d'étudiants. Des sketchs sur la lutte contre la corruption et l'unité nationale ont agrémenté la cérémonie. Cette première promotion a été baptisée Promotion Aruna Berete, qui fut le premier recteur de l'institution. Une autre catégorie des jeux de hasard va être lancée bientôt. Elle sera gérée par la société Africa Lottery Company. Vendredi, la direction de cette nouvelle structure a remis du matériel de travail à un groupe de jeunes recrutés pour le lancement du jeu. Mamadi Koma. Ces jeunes gens viennent d'être tirés du chômage grâce à la nouvelle société Africa Lottery Company. Ils sont un peu plus de 800 à trouver de l'emploi dans cette société qui vient aussi s'inscrire dans la politique du chef de l'État qui consiste à faire la promotion de l'emploi jeune. Les sociétés dans lesquelles je faisais les stages, ils n'ont malheureusement pas recruté, donc j'étais à la maison, je chômais. Maintenant aujourd'hui, la société m'a recruté pour être employé chez eux. D'avoir une opportunité très grande que je dois saisir. Parce que je me dirais qu'aujourd'hui c'est mon premier travail que je viens d'avoir, malgré que je suis apporteur d'affaires. Donc je suis très content, je suis très fier de moi. 2 mois de formation ont permis aux organisateurs de déployer ces recrues dans des filières d'employés du bureau, des apporteurs d'affaires, du service clientèle et informatique, ainsi que des superviseurs de zone pour imprimer aux activités menées toute sa crédibilité. On a recruté 800 jeunes qui vont être employés maintenant, là, dès aujourd'hui, et ils ont employé de Africa Lottery Company. Ce lancement officiel annonce de nouvelles perspectives pour les jeunes Guinéens. C'est du moins la volonté affichée par les responsables de Africa Lottery Company, qui entendent diversifier leurs activités pour lutter efficacement contre le chômage des jeunes Guinéens sur l'ensemble du territoire national. Et puis cette inauguration de mosquée à Sotoya dans la préfecture de Kouroussa, les travaux sont financés par le gouvernement avec une participation des fils du terroir. La nouvelle maison des dieux vient d'être inaugurée pour le plus grand bonheur des fidèles musulmans de la localité. Bakary Bamba Kondé. Les populations de Sotoya dans la sous-préfecture de Sissela, préfecture de Kouroussa, soulagées. En cause, une mosquée poussera bientôt sur ce site. La pose de la première pierre vient d'avoir lieu grâce à un financement du budget national à travers le secrétariat général des affaires religieuses. Les travaux de construction de la dite mosquée seront réalisés par la société Sodimex, toute chose qui réjouit les bénéficiaires.
Nous sommes contents de cette mosquée car ça va dans l'intérêt des populations et du développement du pays. Nous demandons aux habitants de prendre ces travaux avec les deux mains. Depuis la création de Sotoya, c'est la première fois que le gouvernement vient construire une mosquée ici. Nous remercions l'initiateur et le président de la République en implorant Dieu de les aider dans leur initiative. Sanoussi Dabo, initiateur du projet, a à son tour exprimé sa reconnaissance au président de la République, le professeur Alpha Condé, ainsi qu'à son gouvernement pour ce geste inoubliable à l'endroit des fidèles musulmans de Oulada. Une mosquée qui n'est pas digne, si vous voulez, des temps modernes. C'est pourquoi le gouvernement de l'Alpha Condé est soucieux de satisfaire la religion musulmane et toutes les religions en Normandie, a décidé à travers le secrétaire général des affaires religieuses d'octroyer une mosquée digne des temps et digne de l'engagement de cette population en faveur du changement. Cette nouvelle mosquée doit être bâtie à la place digne ancienne qui a duré plusieurs décennies. Le début des travaux est prévu au mois de janvier prochain avec une capacité d'accueil de plus de 300 fidèles. Toutes mes excuses pour la qualité de ces images. Enfin, sport et la revue annuelle de 2013. Deux événements avaient suscité l'espoir de voir le sport guinéen dans son ensemble sortir de la léthargie des années précédentes. C'est la visite que le président de la FIFA a effectuée en début d'année à Conakry avec l'inauguration du centre technique qui a porté son nom, mais aussi la subvention, toutes disciplines confondues, que le ministre en charge des sports a consenti au mois d'avril pour la relance de tous les sports. Malheureusement, le centre technique du football demeure inopérationnel et le football guinéen poursuit sa tendance à la baisse. Quant aux autres disciplines sportives, peu d'entre elles ont comblé les attentes. Je vous propose de suivre la revue annuelle proposée par Omar Dieng. Cette visite du président de la FIFA, Joseph Seth Blatter, et l'inauguration du centre technique de formation qui a porté son nom, avait suscité tout au début de l'année un grand espoir pour un lendemain meilleur du football guinéen. Malheureusement, cette inauguration n'a donné que de vains mots car le centre demeure encore non opérationnel et le football guinéen poursuit sa tendance à la baisse. Après avoir regretté l'absence du Sili national de la CAN 2013 qui se jouait au même moment en Afrique du Sud, la Fédération guinéenne de football, dont le bilan est négatif, a enregistré l'élimination de tous nos clubs représentatifs dès le premier tour de la Ligue des Champions et de la Coupe de la CAF. L'hégémonie du Horoya Athletic Club de Conakry sous la houlette de son président, le très entreprenant Antonio Soare, est tout de même demeurée marquante sur le plan national avec un doublé Coupe et Championnat. Au sommet de l'élite, le Sili national senior n'a pas inversé la tendance à la baisse. Disputant les éliminatoires du Mondial 2014, il a dû se contenter d'une modeste place de deuxième dans le groupe G devant le Mozambique et le Zimbabwe, mais derrière les pharaons d'Égypte qui vont se qualifier pour aller sombrer dans les matchs de barrage face aux Ghanéens du Black Star. Le Sili national local ne fera pas mieux dans les éliminatoires du CHAN 2014 face aux Aigles du Mali. Battus 3-1 à Bamako, les locaux guinéens passent à côté de la qualification à Conakry en ratant un pénalty de l'espoir alors qu'ils menaient 1-0. Les autres sports devaient cette année sortir de la léthargie générale. C'est du reste ce qu'avait laissé prédire au mois d'avril au siège du Comité national olympique et sportif de Guinée la subvention, toutes disciplines confondues, que le ministre en charge des sports, Sanoussi Bantamasso, a eu le mérite d'accorder aux différentes fédérations sportives. Mais peu de disciplines ont répondu aux attentes. Entre autres, le handball avec un championnat remporté par l'Espérance en série filles et garçons et l'USG en série filles mérite d'être cité. Et la bonne participation au championnat d'Afrique junior et cadet d'août-septembre au Congo est aussi à l'actif du handball guinéen.
Cela a relevé la note et permis de qualifier la sélection nationale senior pour le prochain championnat d'Afrique féminin, prévu à Alger du 12 au 26 janvier 2014. Mérite d'être cité aussi la Fédération guinéenne de boule et pétanque qui assure une animation permanente de ce sport dans les jardins de Novotel et qui, avec 4 jeunes boulistes guinéens, a remporté au mois de juin au Maroc le trophée de la 5e édition de la Coupe d'Afrique des Nations de boule et pétanque. Le noble art est comme toujours un sport où la Guinée s'illustre. Cette année, c'est sous la bannière du CISM, avec la tenue au mois de novembre à Conakry de la Coupe d'Afrique militaire de boxe. L'Algérie a été sacrée première et la Guinée a été deuxième sur 12 pays participants. Quant au basketball, il n'a pas varié de régime avec un championnat dominé par SDG en filles et garçons et une coupe marquée par le sacre de Slack en garçon et du Horé Athletic Club en série filles. Enfin, quelques sports individuels ont poursuivi leur train de vulgarisation à travers des retrouvailles bon enfant en guise d'animation. C'est le cas du tir à l'arc, discipline naissante, qui a organisé au mois de novembre un bref championnat coupe. C'est aussi le cas de la natation, qui a regroupé à Conakry une centaine d'enfants des écoles de la capitale pour une initiation à la pratique de la natation le 13 décembre 2013. Au même moment, le patinage sur roulette, qui avait été structuré en une fédération sportive nationale, se préparait pour la participation au premier championnat d'Afrique à Dakar, où les bons résultats que les patineurs guinéens ont d'emblée pu obtenir sont encourageants. Enfin, la Commission nationale Femmes et Sport du Comité national olympique et sportif de Guinée a gardé son dynamisme des années précédentes. La 8e conférence débat de cette commission s'est tenue le samedi 7 décembre 2013, suivie d'un sacre d'une Guinéenne au podium des femmes récipiendaires du trophée continental du CIO. Dr Djené Saran Kamara, présidente de la commission antidopage du Comité national olympique et sportif de Guinée, a été bien acclamée le samedi 21 décembre au Palais du Peuple à la cérémonie de remise du trophée présidée par le gouvernement. La cérémonie a aussi glorifié les efforts du septagénaire Ongou Diallo, cardinal du CIO, récipiendaire du prix Baron Pierre de Coubertin du CIO. Tout cela symbolise, si les efforts sont déployés, les perspectives d'un sport d'avenir dont rêve la famille sportive nationale à l'image du grand stade de l'unité à Nongo, un bijou qui rentre en bonne place dans le patrimoine des infrastructures sportives nationales. Les travaux de finition de ce grand temple du sport roi ont repris cette année avec l'assainissement des installations, l'aménagement du parking et la construction de la clôture pour une inauguration salutaire très prochaine. Beaucoup d'efforts consentis en 2013 pour relancer les sports en Guinée avec une implication personnelle du ministre Sanoussi Bantamasso. Pour en parler, je reçois le spécialiste maison Omar Dieng. Bonsoir. Bonsoir. Alors on a vu ce reportage sur la situation des sports en 2013 en Guinée. On constate que la léthargie persiste dans ce secteur. Pourquoi ? La léthargie persiste parce que la stratégie de développement sportif est, comme par le passé, toujours escamotée. La stratégie, c'est quoi? Il faut avoir en tête que le développement sportif est à l'image d'une pyramide dont la base doit être très forte pour que le sommet puisse s'élever le plus haut. La base, c'est quoi? C'est un triangle de base. C'est l'animation sportive au niveau des compétitions nationales, c'est la formation, c'est-à-dire la création des centres de formation et puis les infrastructures. Voilà le triangle de base. Je reviens sur l'animation, il s'agit des championnats et des coupes et des compétitions scolaires et universitaires. Voilà ce qui peut permettre aux encadreurs de détecter, de voir émerger des jeunes talents qui donc vont être sélectionnés pour le sport de la haute compétition. Je ne néglige pas la formation parce qu'aujourd'hui, le sport d'instinct n'existe plus. Il ne fait plus du résultat. Le sport a émigré de la rue pour aller vers les centres de formation. Et là, il s'agit de l'école de sport. C'est ici qu'on forme les jeunes talents, toutes disciplines confondues. Et particulièrement, on parlera du sport roi, parce que, comme vous le savez, partout dans le monde, maintenant, il y a
les centres de formation. Chez nous, en Guinée, il y a eu le projet Gaulle. On a créé ce centre de formation que vous avez vu. On l'a appelé le projet Gaulle. Il a été cofinancé par la FIFA et le gouvernement guinéen. Mais son inauguration a tardé, de sorte que Blatter lui-même est venu en personne en Guinée pour voir et pourquoi ça tarde. On a baratiné Blatter, on a inauguré le centre, on a donné le nom à Blatter, mais comme vous le savez, le centre de formation est là, c'est toujours les araignées et les toiles d'araignées qui continuent leur pèlerinage là-bas. Et ça, c'est tout simplement dommage. Donc, il faut des centres de formation. Les infrastructures, c'est extrêmement important parce que c'est là où se déroulent les compétitions. Les aires de jeu à l'intérieur de la Guinée sont un peu comme des pâturages. On ne voit que des moutons et des chèvres qui viennent là. Les terrains de basket et de volleyball. Seuls quelques stades de football sont quelque peu animés. Et puis, il y a au niveau national le stade du 28 septembre qui est là, mais qui est maintenant besoin. Voilà, mais qui n'est certainement plus en norme FIFA. Il faut que le nouveau stade de Nongo, qui devait être inauguré depuis 2011, soit maintenant inauguré. Les travaux de finition de ce stade maintenant ont repris cette année et je pense que cette inauguration est très prochaine. Donc voilà le mal, ce sont les bases de notre développement sportif qui sont extrêmement faibles. Il faut qu'elles soient renforcées à travers une régularité des compétitions sportives nationales, les championnats et les coupes, et il faut que ces bases soient renforcées à travers une restructuration de nos clubs. Parce que c'est le club qui est la cellule de base de l'animation sportive. Aujourd'hui, on assiste quand même à l'arrivée de mécènes à la tête de nos clubs qui font des efforts, qui assurent, qui donnent une certaine surface financière à nos clubs, comme on le voit avec Ora Athletic Club, avec Antonio, ASK avec Bouba Sampil, Afia avec KPC, Pseika avec Mathurin Bangura. Cela doit se poursuivre, donc il faut restructurer nos clubs parce que ce sont les clubs qui donnent la force à notre football, à partir desquels on peut assurer une très grande sélection. Et un nouveau sponsor cette année, Nimba Mining. Nimba Mining, tout cela c'est pour assurer la régularité de notre championnat, mais là c'est le cas spécifique du football, mais cela doit être général. Toutes les disciplines sportives doivent avoir une animation très forte, à commencer par l'athlétisme. Malheureusement, la discipline mère elle est inerte. On n'en a même pas parlé, alors que l'animation sportive devait commencer par là. Il n'y a que très peu de disciplines sportives qui connaissent un minimum d'animation, et ça c'est tout simplement dommage. Alors que la politique des sports définit la promotion de l'ensemble des disciplines sportives. En parlant de cette politique sportive, quelle politique peut-on mettre en place pour relancer vraiment toutes les activités sportives? La politique, elle est déjà là. Elle est là. Elle est déjà définie. C'est la promotion de l'ensemble des disciplines sportives de façon plurielle, pas seulement le football. Promotion, comment? Il faut injecter encore de l'argent? Il faut les financements, il faut la volonté politique, il faut la volonté morale aussi, c'est-à-dire des animateurs, des techniciens, et puis il faut l'engagement des sportifs aussi, parce que c'est eux qui sont sur le terrain. Donc il faut refaire les bases de notre développement sportif en relançant les compétitions sportives, toutes disciplines confondues, depuis l'athlétisme jusqu'au football, en passant par le handball, le tennis, le cyclisme, la natation, etc. etc. La relance de toutes les activités sportives comme solution, c'est vrai qu'on a beaucoup de choses à dire par rapport au sport, qui reste encore peut-être le secteur à la traîne, mais qui va peut-être en 2014 subir une véritable mutation. Madame, Messieurs, c'est la fin de cette édition d'information. Merci de votre fidélité à la télévision nationale. Bonsoir.